financière pour nous, c'est l'accès permanent des populations à une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés à des coûts abordables et utilisés par ces populations-là de façon effective, efficace et efficiente. Sur la base de cette définition, vous me permettrez de faire le point de l'inclusion financière avec 3 indicateurs principaux. Le premier indicateur, c'est celui du taux de bancarisation strict qui se rapporte à l'usage par les populations adultes des services financiers offerts par les banques, les établissements financiers, la caisse d'épargne, les services financiers postaux et les trésors. Ça, c'est le taux de bancarisation strict. J'utiliserai également un deuxième indicateur qui est le taux de bancarisation élargi. Ce taux de bancarisation élargi ajoute aux usagers que je viens de citer, les usagers des systèmes financiers décentralisés qu'on appelle également institutions de microfinance. Le troisième indicateur sera le taux global d'accès aux services financiers qu'on appelle communément taux d'inclusion financière. Et ce taux-là prend en compte, outre les populations que nous avons déjà visées, les populations qui ont accès à la monnaie électronique. Et en utilisant ces 3 indicateurs, je voudrais vous donner les chiffres pour l'Union de 2018 comparé à 2017. Chiffres qui montrent aussi bien au niveau de l'UEMOA que de la Côte d'Ivoire des progrès notables en matière d'inclusion financière d'une année à l'autre. Le premier, comme je le disais, c'est le taux de bancarisation stricte qui est ressorti à 19,3% en 2018 dans l'UEMOA contre 16,4% en 2017. Le taux de bancarisation élargi ressort à 41,1% en 2018 contre 35,8% en 2017. Et le taux d'inclusion financière ou taux global d'accès aux services financiers ressort à 57,1% en 2018 pour l'Union contre 53,6% en 2017. S'agissant de la Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation stricte ressort à 21,6% en 2018 contre 17,2% en 2017. S'agissant du taux de bancarisation élargi pour la Côte d'Ivoire, il ressort à 32,6% en 2018 contre 25,5% en 2017. Et le taux global d'utilisation des services financiers ou taux d'inclusion financière ressort pour l'année 2018 pour la Côte d'Ivoire à 70,4% contre 61,3% en 2017. En ce qui concerne la Banque centrale, au niveau des banques, des dispositions ont été prises pour qu'un certain nombre de services financiers de base soient offerts aux populations à titre gracieux. Également, s'agissant du secteur de la microfinance, la Banque centrale a pris des dispositions pour assurer l'assainissement et la consolidation de la viabilité du secteur de la microfinance. En ce qui concerne l'émission de monnaie électronique, elle a pris des dispositions en 2015, des dispositions réglementaires pour faire en sorte que l'émission de monnaie électronique soit promue. Et vous avez les résultats que nous venons de donner tout à l'heure qui traduisent le succès de ces mesures qui ont été mises en œuvre. Et la Banque centrale ne s'est pas arrêtée là. Elle travaille à la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière, stratégie régionale qui permet d'avoir un certain nombre d'actions fortes qui sont mises en œuvre aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Cela m'amène à parler de la situation spécifique de la Côte d'Ivoire où, comme pendant la stratégie régionale, l'État de Côte d'Ivoire a adopté une stratégie nationale
d'inclusion financière. L'État de Côte d'Ivoire également s'est doté d'un programme d'éducation financière, élément dont la mise en œuvre contribue fortement également à la promotion de l'inclusion financière. L'État a en outre fait en sorte qu'un certain nombre de ces services financiers soient digitalisés. Je crois qu'il est récurrent de voir les autorités parler de digitalisation d'un certain nombre de services qui permettent d'optimiser le travail des services financiers, qui permettent d'aller plus vite pour les contribuables dans le paiement de leurs impôts et taxes, et qui leur permet de le faire dans des conditions plus aisées que si elles avaient à se déplacer, parce qu'elles peuvent le faire de façon digitale. Il est important également de noter qu'avec les interventions de l'État, on pourra avoir une inclusion financière davantage renforcée si l'État continue ce processus de mise en œuvre de la digitalisation d'un certain nombre de ces services financiers. Je voudrais relever déjà que lorsqu'on analyse les chiffres que nous avons donnés tout à l'heure sur l'inclusion financière, et notamment lorsqu'on passe du taux de bancarisation élargi au taux d'inclusion financière, le différentiel qui porte sur la contribution de la digitalisation à l'inclusion financière pour l'UEMOA ressort à 33,9%. Et pour la Côte d'Ivoire, le taux d'accès à la monnaie électronique ressort à 49,5%. Ces chiffres devraient suffire pour montrer qu'il y a une dynamique qui est portée par la digitalisation pour faire en sorte que l'inclusion financière soit renforcée. Au-delà de ce constat, il faut noter qu'au plan mondial, il y a l'avènement désormais des fintech, des sociétés de technologie financière, qui, par leur offre innovante, moins chère que les offres classiques, par leurs offres qui permettent aux populations de pouvoir accéder aux services financiers à partir de chez elles. Ces initiatives-là méritent d'être accompagnées. Et dans le rôle qui est celui de la Banque centrale, le rôle de faire en sorte que nous ayons une réglementation toujours adaptée, le rôle qui est de faire en sorte que nous puissions, par cette réglementation, veiller à la stabilité de notre système financier, veiller à la promotion harmonieuse du développement de notre système financier. Nous sommes amenés à analyser les risques et étudier toutes les contraintes qui peuvent exister dans les interactions entre les différents acteurs dans ce cadre. C'est pourquoi nous avons retenu ce thème autour duquel nous allons discuter avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème en vue de les informer des initiatives en cours et également d'organiser un partage d'expériences entre les acteurs, ce qui est porteur de promotion du secteur de notre point de vue à travers éventuellement les enseignements qu'on pourrait en tirer. Il n'est pas rare en termes d'accès aux services financiers d'entendre les populations dire que les points d'accès, les points où sont offerts les services financiers sont des points qui sont éloignés de leur lieu de résidence ou du lieu d'exercice de leur profession. La digitalisation a l'avantage d'offrir les services financiers aux populations quasiment à domicile. L'avantage aussi, c'est la sécurité quelque part. Il n'est pas rare où on constate quelquefois qu'il y a des agressions pour enlever aux personnes qui sont allées faire des retraits dans les institutions financières ou qui se déplacent en zone rurale après la vente de leurs récoltes, qui font l'objet d'agressions pour leur subtiliser leurs fonds. La digitalisation aura l'avantage
de donner à ces populations-là la possibilité de ne pas se déplacer avec de l'argent physiquement, mais sur une base digitale, de pouvoir avoir accès à leurs fonds. Il y a également des éléments importants à relever en termes de coûts, parce que si les populations adhèrent massivement, et nous l'espérons que les populations vont adhérer massivement à la finance digitale, les services marchands, c'est-à-dire la possibilité de payer sur la base digitale, cette possibilité va s'accroître. Et si cette possibilité s'accroît, c'est les coûts qui sont associés à l'offre de ces services financiers qui vont certainement baisser avec la multiplicité des acteurs, avec aussi l'éducation financière. En ce qui concerne les États, c'est extrêmement important puisque ça permet à l'État d'avoir un gain de productivité. Et vous avez les populations qui pourront désormais payer leurs impôts et taxes à travers les moyens digitaux, donc cela leur évite de se déplacer jusque vers les services financiers de l'État. Et vous avez l'État aussi, qui a la possibilité de payer un certain nombre de prestations sociales à partir de la digitalisation. Vous voyez, il y a énormément d'avantages à tirer de la digitalisation des services financiers. Le premier de ces défis, c'est faire en sorte que les SFD aient accès au système de paiement régional. Les SFD, c'est les institutions de microfinance. Si les institutions de microfinance arrivent à avoir accès au système de paiement régional, cela permettra aux institutions de microfinance de pouvoir offrir davantage de services digitaux. Nous travaillons également à ce que, dans les tout prochains mois, les systèmes financiers numériques soient interopérables. C'est-à-dire que si vous êtes chez un opérateur A, que vous effectuez des opérations en faveur d'une personne qui est chez un opérateur B, que l'opération puisse se dénouer dans le réseau de l'opérateur B au profit de la personne vers laquelle vous avez fait la transaction. Cela permettra de démocratiser davantage l'accès aux services financiers. Nous avons également le traditionnel défi, qui est le défi de tout régulateur, c'est de veiller à la sécurité des transactions qui sont effectuées via la finance digitale. Nous travaillons également à faire en sorte que les populations aient une éducation financière conséquente. Une politique existe à la matière au niveau régional et la Côte d'Ivoire également s'est dotée d'un programme d'éducation financière. Et nous avons le défi aussi de poursuivre ce que nous faisons en matière de transparence de la tarification. Parce que imaginez un instant que nous ayons des populations qui ont une bonne connaissance des services financiers, qui ont accès à la bonne information sur la tarification des services financiers. Ces populations seront à même de faire les choix qui permettront d'aller toujours vers les services financiers qui offrent les meilleurs rapports qualité-prix. Et si c'est le cas, les structures qui offrent les services financiers seront obligées d'être efficaces et d'offrir les meilleurs coûts possibles. Et c'est ce qu'on appelle, en termes économiques, la discipline du marché. C'est-à-dire que les consommateurs, par leur vigilance, vont imposer la discipline à ceux qui offrent les services. Et c'est au bénéfice des populations qui vont avoir des services de rapport qualité-prix plus avantageux. C'est important pour les régulateurs que nous sommes de travailler à la protection des consommateurs des services financiers. La semaine de l'inclusion financière se tiendra du 18 novembre au 23 novembre 2019. Il y aura un certain nombre de rencontres, des ateliers, des échanges entre les experts et un certain nombre de manifestations, parmi lesquelles je voudrais citer celle qui est la plus ouverte au public, qui est la foire de l'inclusion financière, qui se tiendra au rez-de-chaussée
de l'immeuble de la CRAE le samedi 23 novembre à partir de 9 heures. Et la population est invitée à venir s'informer utilement sur les services financiers, sur les acteurs. Et croyez-moi, il est important pour les populations de participer à cette manifestation. C'est tout à leur avantage et nous les invitons à s'y rendre massivement. Pour terminer, je voudrais réitérer l'engagement de la Banque centrale à poursuivre les actions déjà entreprises en faveur de l'inclusion financière. Pour parler de digitalisation des services financiers, il est important que tous les acteurs du secteur financier puissent moderniser, digitaliser leur processus. C'est un gage de modernité pour demain, un gage de poursuite de l'attrait des populations vis-à-vis de leurs services. Et je voudrais conclure en invitant les partenaires techniques et financiers à poursuivre l'appui qu'ils apportent à la Banque centrale. Et non seulement à la Banque centrale, il est important que ces partenaires techniques et financiers puissent continuer d'apporter leur appui aux États dans la digitalisation de leurs services financiers. Cette digitalisation-là est un vecteur puissant du renforcement de l'inclusion financière dans l'Union.